Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où aujourd'hui on va se pencher sur ceux qui ont pris le pouvoir en Syrie. Qui sont les nouveaux maîtres de Damas? Comment ces rebelles et combattants islamistes sont-ils parvenus en quelques jours seulement à faire tomber le dictateur Bachar al-Assad? Et surtout, que peut-on discerner aujourd'hui du type de régime qu'ils veulent mettre en place pour la Syrie? Une application stricte de la charia ou au contraire un régime plus ouvert, plus démocratique et respectueux des minorités? On va prendre 27 minutes pour tenter d'y voir clair. La première, les clés. Ce que vous entendez là, ce sont des hommes qui détruisent à coups de pied un grand portrait de Bachar al-Assad le long d'une route qui mène vers Damas. Un peu plus loin, un autre a saisi un parpaing pour défigurer une énième effigie du tyran peinte sur un mur. Fils du péché, bâtard, tu as tué mes frères. Quand je pense qu'il y en a qui se sont tatoués son portrait sur la poitrine, je vous jure qu'on va leur arracher la peau. Quelques kilomètres plus loin, sur la place des Omeyyades au cœur de Damas, l'heure est à la célébration pour les groupes rebelles, sous l'œil des caméras du monde entier, ici, celle de France 24. La Syrie appartient à toutes les communautés. Nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas sectaires. La Syrie n'appartient pas au Assad. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que la Syrie, on va la reconstruire avec la génération de nos enfants, car nous allons les éduquer, nous allons les instruire. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, dit donc cette Syrienne, le visage entouré d'un voile clair, avec à côté d'elle sa petite fille, tout sourire, au milieu d'une nuée de voitures qui klaxonnent et de mitraillettes qui pétaradent. Mais tout le monde ne partage pas cet optimisme. Quand notre collègue Rizlen Kounda est arrivée sur place, passant par le Liban, elle a aussi croisé à la frontière des centaines de Syriens qui fouillaient leur pays très inquiets d'un possible chaos après la chute du régime al-Assad. J'ai peur, j'ai très peur de ce qui peut arriver. La situation n'est pas claire en Syrie, il n'y a pas de contrôle du nouveau gouvernement. Si une personne veut te tuer, il le fera. Jusqu'à présent, je ne me sens pas en sécurité et nous voulons partir jusqu'à voir ce qu'il se passera. Un peu plus loin, d'autres, toujours interrogés par Rizlen Kounda, expliquaient qu'en tant que chiites, ils avaient peur de l'arrivée au pouvoir de groupes islamistes sunnites. Yes, because we are Shia. Oui, parce que nous sommes de la communauté chiite. Peut-être que Jolani est un homme bien, mais on n'en sait rien. Il voudra peut-être nous tuer, mais nous devons partir. We need to go. Jolani fait des promesses aux communautés, mais il y a beaucoup de groupes de soldats qu'il ne contrôle pas. La plupart sont des djihadistes. Nous demandons à la communauté internationale et aux organisations qui défendent les droits humains de s'occuper des Syriens. Mohamed al-Joulani, dont parlent ici ces Syriens, c'est le nom de guerre de celui qui est le nouvel homme fort de Damas et dont le parcours intrigue. D'abord, leader djihadiste radical, ancien chef d'Al-Qaïda en Syrie, il s'est mué progressivement en leader pragmatique d'une coalition multiforme de djihadistes et de rebelles syriens, une coalition qui est parvenue à venir à bout de la dynastie al-Assad. Alors, l'homme et son mouvement ont-ils vraiment changé? Quel pouvoir est-ce que cela dessine pour la Syrie? Vont-ils installer une charia rigoriste? Certains le craignent, mais d'autres, comme cette femme faisant la fête au cœur de Damas, n'y croient absolument pas.
Non, absolument pas. Ils ont été très respectueux, ils n'ont pas interféré avec qui que ce soit, qu'ils portent des vêtements différents, qu'ils portent ou non le hijab, cela n'a pas d'importance. Ils ont été très respectueux, ils ont fini par coopérer avec le peuple syrien. C'est génial, nous sommes tellement contents. Est-ce une nouvelle ère plus apaisée, plus inclusive, plus démocratique qui s'ouvre pour la Syrie? Ou faut-il craindre au contraire un régime islamiste radical? C'est à toutes ces questions que nous allons maintenant essayer de répondre. Et pour cela, nous accueillons un invité dans les clés, c'est Thomas Pierret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de la Syrie, chercheur à l'Institut de recherche sur les mondes arabes et musulmans à l'université d'Aix-Marseille. Alors on va se pencher avec vous sur les nouveaux responsables du pouvoir à Damas. Mais d'abord, un bref retour sur ce qui vient de se passer, Thomas Pierret. Comment est-ce que cette coalition de groupes rebelles un peu protéiformes est parvenue à renverser Bachar el-Assad en quelques jours seulement, alors que jusque-là, ce même Bachar el-Assad avait résisté à des années et des années de rébellion et de guerre civile. Qu'est-ce qui s'est joué là pour changer à ce point la donne durant ces dernières semaines ? C'est la conjugaison de trois facteurs. Il y a un facteur, on va dire, à long terme, qui est l'épuisement du régime, notamment sur le plan économique, du fait d'une dégradation terrible de l'économie syrienne depuis en particulier 5 ou 6 ans. Il y a un facteur bien sûr essentiel qui est international, qui est l'affaiblissement militaire des deux grands protecteurs du régime d'Assad, qui étaient la Russie et l'Iran. La Russie à cause de sa guerre en Ukraine et l'Iran à cause de la campagne de bombardement israélien contre les infrastructures militaires iraniennes en Syrie et bien sûr contre le Hezbollah, donc l'allié de l'Iran au Liban, qui a été presque détruit militairement par Israël et qui était un soutien essentiel aussi en termes de troupes au sol pour le régime syrien sur le territoire syrien. Et un dernier facteur qu'il ne faut quand même pas négliger, c'est le degré de préparation et de planification de l'offensive rebelle qui ne s'est pas décidée en quelques semaines avant le début de celle-ci à la fin du mois de novembre, mais qui, je pense, est vraiment le fruit d'un très long travail de réorganisation et d'armement, d'entraînement, même de développement de nouveaux programmes militaires, notamment sur l'utilisation des drones, qui fait que cette offensive a été, sur le plan tactique, menée de manière extrêmement habile. Habile et rapide, puisqu'on a vu que ça s'est joué en quelques jours seulement. Mais à vous entendre, Thomas Pierret, c'est pas parce que nous, vu d'ici, on a vu les choses et les dominos tomber quelque part en quelques jours, qu'il n'y a pas en amont de cela une grande préparation, une grande réorganisation aussi des mouvements rebelles syriens par rapport à ce qu'on avait connu dans les années précédentes. Effectivement, et ça concerne principalement le groupe qui est arrivé en tête, je dirais, HTS, dont bien sûr le leader aujourd'hui se positionne comme le nouvel homme fort de la Syrie. C'est dû au fait qu'il a établi une hégémonie sur la région qu'il contrôlait, avant son offensive, un morceau de la province d'Idlib, où il y avait son groupe, une série d'autres rebelles. Il a mis tout le monde au pas, y compris parfois avec la manière forte. Il y a eu pas mal de combats contre d'autres groupes rebelles principalement 2017 et 2019. Et tous ceux qui sont restés à condition de s'intégrer dans sa chambre d'opération militaire, une espèce de commandement intégré, si on veut. Et effectivement, cette centralisation de la décision militaire a été d'une grande aide en termes d'efficacité, puisque c'était aussi une faiblesse importante des groupes rebelles avant cela. C'était qu'il n'y avait jamais eu réellement de cohésion, de cohérence en termes de prise de décision militaire. Ça partait un peu dans tous les sens et ça avait évidemment grandement nui à l'efficacité militaire de ces groupes rebelles durant la phase précédente de la guerre. Alors on va se pencher justement sur ce groupe HTS pour Hayat Tahrir al-Sham, dirigé par un certain Ahmed Hussein al-Shara, ça c'est son nom civil. Son nom de guerre est plus connu, Abu Mohamed al-Joulani, c'est lui dont on entendait parler dans notre introduction. Et ce qu'on va faire, Thomas Pierret, c'est justement se pencher d'abord sur lui, sur son profil, sur son histoire aussi. Et c'est Sarah Pousset qui a préparé cela pour nous. Le nouvel homme fort de la Syrie, c'est Abu Mohamed al-Joulani pour son nom de guerre, Ahmed al-Shara pour son vrai nom, qu'il utilise désormais depuis la chute du régime al-Assad. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour toute la nation islamique. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour la région.
Ce chef rebelle est né en Arabie Saoudite en 82, mais il a grandi en Syrie dans une famille aisée autour de Damas. Il débute des études de médecine, mais lors de l'invasion américaine en Irak de 2003, il décide de prendre les armes et rejoint l'organisation terroriste Al-Qaïda. Ahmed al-Shara est emprisonné pendant plusieurs années dans des prisons irakiennes, notamment la fameuse prison d'Abu Ghraib, un moment tenu par les Américains et connu pour le scandale de prisonniers torturés. C'est en détention que sa radicalisation s'amplifie. Il rencontre notamment la tête pensante de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi. Après sa libération, il est envoyé en Syrie pour créer une faction de l'État islamique nommée Front al-Nusra. Ce groupe militaire se bat en Syrie et prend de l'ampleur, mais en 2013, Ahmed al-Shara refuse que son groupe soit intégré à l'État islamique. Il veut se dissocier de la violence du groupe terroriste pour pouvoir compter sur le soutien de la population syrienne. Le Front al-Nusra devient alors la branche syrienne d'Al-Qaïda jusqu'à prendre son indépendance en 2016 et se voir rebaptisé Hayat Tahrir al-Sham ou HTS. Le groupe va alors prendre le contrôle de la province d'Idlib. C'est au nord-ouest de la Syrie. 4 millions de personnes y vivent et cet endroit est considéré comme le cœur des forces rebelles de la région. Ahmed al-Shara va notamment mettre en place le gouvernement syrien du salut avec un premier ministre, des ministères de la santé ou de l'éducation pour bien montrer au reste du monde qu'HTS peut gouverner et offrir de la stabilité à la population. Le pays sera reconstruit. La Syrie va de l'avant, vers le développement et la reconstruction. Les Syriens veulent la stabilité, ils sont épuisés par la guerre. Le pays n'est pas prêt pour en vivre une autre et ne va pas se retrouver dans une autre guerre. La peur était provoquée par l'ancien régime qui a commis les massacres. La Syrie d'aujourd'hui ne permettra pas de retour de la terreur. Comme il l'a entamé dans la province d'Idlib, ce chef rebelle syrien veut continuer à lisser son image. Il a troqué le turban et la tenue traditionnelle djihadiste pour un treillis militaire et une barbe plus courte. Il dit ouvrir le pays aux journalistes, rassure les minorités religieuses. Il semble guidé par le pragmatisme politique plutôt que par une idéologie radicale, mais reste à voir dans les prochains mois si cela n'est pas qu'une image en surface. Et c'est évidemment la question que l'on va essayer de creuser avec vous, Thomas Pierret. Comment est-ce que vous qualifieriez, vous, à la fois ce mouvement HTS, donc Hayat Tahrir al-Sham, et son chef, Abou Mohamed al-Joulani, si on reprend son nom de guerre? Parce qu'évidemment, vu d'ici, le profil intrigue. On a l'impression d'avoir un chef djihadiste particulièrement radical. Le front al-Nusra, c'était, on l'a dit, la branche d'Al-Qaïda en Syrie, donc c'était pas détendre. Et puis là, maintenant, quelqu'un qui veut incarner une sorte de politique d'ouverture, de respect des minorités. Comment est-ce que vous qualifieriez ce mouvement et son chef? Alors, c'est pas simple de le qualifier parce que c'est quelque chose de tout à fait inédit. Alors, je pourrais le qualifier de post-djihadiste, faute de mieux, en ce sens qu'on n'est clairement pas du tout dans quelque chose qui ressemblerait à Daesh ou Al-Qaïda, puisqu'on voit bien qu'il y a une volonté de s'inscrire dans le système étatique traditionnel, c'est-à-dire très tôt de nouer des relations avec les États voisins et les autres d'ailleurs, même avec les États-Unis, etc. S'inscrire dans le contexte des nations, alors que Daesh ou Al-Qaïda étaient des organisations dont je dirais que la raison d'être, c'était de déclarer la guerre au système international, de ne lui reconnaître aucune légitimité aux États qui le constituaient. Donc on était vraiment dans une logique révolutionnaire vis-à-vis du système international qu'on ne retrouve plus du tout dans le cas d'HTS. Effectivement, avec un positionnement qui se veut pragmatique sur la question notamment, on l'a mentionné, du rapport aux minorités. Mais c'est inédit parce qu'on n'est pas non plus dans la configuration qu'on a pu connaître dans certains pays arabes comme l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, après les révolutions de 2011 où on avait eu des élections libres, où étaient arrivées en tête différentes branches des frères musulmans, et qui sont aussi des mouvements islamistes, mais qui sont assez différents, parce que ce sont des mouvements d'abord qui ne sont pas des mouvements militaires, ce sont des mouvements de tradition civile, qui ont une réflexion assez ancienne sur les questions de pluralisme politique, de compétition politique, chose que l'on ne retrouve pas du tout chez HTS, et qui est un peu la grande inconnue aujourd'hui, c'est-à-dire quel va être le rapport de ce mouvement à la question de la démocratie, alors au sens purement procédural, je vais dire, la question des élections, la question d'une alternance éventuelle, ça c'est quand même le grand point d'interrogation.
Et est-ce qu'on peut tirer des leçons de ce qui s'est passé justement dans la province d'Idlib, où là, ils ont exercé le pouvoir déjà pendant plusieurs années, avec une application de la charia, mais une charia un peu édulcorée, si j'ai bien compris, ou en tout cas pas une application radicale. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce qui s'est passé là-bas et le transposer peut-être au reste du pays aujourd'hui ? Alors effectivement, le modèle était lui-même déjà un modèle inédit, encore une fois, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, comme dans l'État islamique qu'avait bâti Daesh ou dans quelques émirats qu'Al-Qaïda a pu essayer de créer, qui étaient des espèces de régimes militaires en réalité, où les commandants de l'organisation assumaient des statuts quasiment de ministres. Ici, il y a une volonté dès 2017 de séparer clairement HTS en tant qu'organisation militaire d'un organisme d'administration civile, constitué de technocrates, alors bien sûr politiquement proches, et même choisis par HTS, mais qui n'étaient pas des membres pour la plupart d'HTS, avec un système, on va dire, qui était sur le plan technique relativement efficace, qui a relativement bien fonctionné en termes vraiment de gestion pure, avec relativement peu de corruption, des performances économiques qui sont plutôt satisfaisantes eu égard aux faibles ressources qu'on peut trouver dans cette région. Et effectivement, alors on est dans un système qui se veut islamique, avec une forme d'instauration de la charia, qui a évidemment pas le caractère brutal et sanguinaire qu'elle pouvait avoir dans les zones que contrôlait l'État islamique il y a une dizaine d'années, avec les exécutions publiques, les lapidations, les amputations, etc. Il y a des formes de police religieuse, mais qui, encore une fois, sont beaucoup moins rigoureuses que celles qu'on peut trouver en Afghanistan, par exemple, chez les talibans, qui se caractérise aussi par une grande instabilité, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 ou 4 tentatives de créer un appareil de police religieuse qui ont à chaque fois été dissoutes au bout de quelques mois, parce que HTS en fait se retrouvait à arbitrer entre des pressions en sens contraire, c'est-à-dire un lobby conservateur, alors constitué aussi bien de membres d'HTS que de figures situées à l'extérieur d'HTS, ça peut être des notables traditionnels, des hommes de religion, qui sont en faveur de l'imposition d'un ordre moral rigoureux, et de l'autre côté, des groupes de pression qui vont aller en sens contraire au sein de la population, au sein de certaines parties de la jeunesse, aussi des entrepreneurs privés qui estiment qu'une police religieuse trop rigoureuse, c'est pas bon pour le commerce, pour le dire tout simplement, sachant qu'un élément distinctif de la politique, de la gestion d'Idlib par HTS, c'était un fort encouragement au secteur privé. On va dire une gestion économique très libérale, sachant que, comme je l'ai dit, il y a peu de ressources dans cette région et qu'il y avait bien besoin d'investisseurs, d'hommes d'affaires syriens locaux ou de la diaspora qui pouvaient venir donner un coup de main. Dans quelle mesure ce système-là il peut être transposé au niveau de la Syrie, ça pose sans doute question, parce qu'on est dans évidemment un territoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus divers sur le plan de sa population, notamment en termes religieux, mais même en termes de mode de vie. Idlib est une région qui était globalement assez conservatrice. Les grandes villes de Damas et Alep, il y a une population qui est souvent plus aisée, parfois plus cosmopolite, avec un style de vie, une vision du monde différente. Alors, comment est-ce que ce système-là peut être transposé au niveau national ? Mais c'est la grande question à laquelle je n'ai pas encore la réponse. Ceci dit, en vous écoutant, Thomas Pierret, on a quand même l'impression de voir une ligne qui se dégage, qui est un régime religieux, quand même, fondé sur la charia, même si c'est une charia qui n'est pas appliquée dans sa dimension la plus radicale. Religieux mais pragmatique, en quelque sorte, de se dire il y a un enjeu aussi, si on veut le soutien de la population, c'est aussi qu'il y ait une relance économique, c'est de pouvoir faire redémarrer l'économie de ce pays. Et puis j'imagine aussi qu'une politique religieuse trop radicale, c'est s'aliéner aussi des parties de population qu'HTS n'a pas envie de voir se retourner contre lui. Ce serait ça, pour vous, la qualification, religieux mais pragmatique ? Alors oui, avec peut-être certaines limites. C'est-à-dire, dans le domaine économique, j'aurais pu dire aussi que le lendemain de la prise du pouvoir à Damas, HTS a pris contact avec les responsables de la chambre de commerce de Damas pour les rassurer sur le fait que le nouveau gouvernement garantirait la liberté de la concurrence. Enfin, encore une fois, avec un discours très libéral qui a beaucoup plu aux hommes d'affaires syriens. Il en a besoin, évidemment, pour la relance économique du pays. Vis-à-vis des minorités également, il faut les rassurer pour éviter des mouvements centrifuges. Aussi parce que ça apporte, je veux dire, le gain politique est évident. Ça améliore l'image du mouvement vis-à-vis notamment des gouvernements occidentaux. Ça permet aussi
de tisser des liens avec des minorités qui ont des relais à l'extérieur. Je pense par exemple aux Druzes, qui ont des relais au Liban, en Israël par ailleurs également. Les chrétiens, bien sûr, qui ont des relais dans différents pays de la région et dans les pays occidentaux. Donc tout ça est politiquement utile pour le nouveau pouvoir. S'il y a une limite quand même en matière de pragmatisme, alors on va voir, hein, mais moi ça reste ma grande interrogation, c'est la capacité de ce mouvement à accepter la logique du pluralisme politique, et je dis bien politique et non religieux, c'est-à-dire l'existence de différentes forces politiques avec éventuellement des idées différentes, voire des partis. C'est un mot qui n'a pas été prononcé encore par les nouveaux dirigeants syriens. Donc la question de la compétition politique et l'éventuel partage du pouvoir. Ça, pour moi, c'est les peut-être deux grands tests importants quant aux limites éventuelles de ce pragmatisme. Avec justement cette question que j'allais vous poser, Thomas Pierret, on parle beaucoup de ce groupe HTS parce qu'on sent bien qu'il est au cœur de la rébellion qui a été menée et qui a permis de faire tomber Bachar el-Assad. Mais quid des autres? Parce qu'on a une sorte de coalition avec des mouvements dont on imagine qu'ils ont des intérêts qui sont parfois divergents. Là, il y avait un intérêt commun et un point de focalisation qui était de faire tomber Bachar el-Assad. À partir du moment où on prend le pouvoir, qu'il faut se le répartir, qu'il y a des enjeux de défense de certaines communautés, de certaines parties du pays qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que d'autres parties du pays. Est-ce que tout ça ne risque pas d'éclater et de remettre le pays dans une situation de grande instabilité? Peut-être les acteurs qui posent le plus question de ce point de vue-là, ce sont les deux coalitions militaires qui sont actives au nord et au sud du pays. Donc en gros, HTS et ses alliés ont pris les grandes villes, d'Alep jusqu'à Damas. Et puis, il y a une coalition qui opère au nord qui s'appelle l'Armée nationale syrienne, qui est directement commandée et armée et payée par la Turquie, dont les opérations sont essentiellement dirigées contre les forces démocratiques syriennes, donc dans l'est du pays, les forces à commandement kurdes. Et au sud, ce qu'on appelait avant la coalition du Front Sud, jusqu'à sa dissolution en 2018, jusqu'au retour du régime d'Assad dans le sud du pays. Ce sont des rebelles qui s'étaient réconciliés, entre guillemets, avec le régime d'Assad, mais qui n'avaient jamais jeté leurs armes. Et puis qui, dès que le régime d'Assad a commencé à flancher, ont repris leurs armes contre le régime et ont pris un certain nombre de bases militaires au régime dans le sud du pays. Ces deux acteurs-là, ces deux coalitions militaires vont vouloir avoir leur mot à dire dans le nouvel ordre politique qui se met en place à Damas. Et ils ont des soutiens extérieurs éventuels qu'ils peuvent utiliser comme levier pour ce faire. C'est le cas de la Turquie, bien sûr, dans le nord, avec l'armée nationale syrienne, qui par ailleurs, en fait, contrôle déjà des territoires en propre, et c'est des territoires qui vont peut-être s'agrandir à mesure que les forces démocratiques syriennes reculent. Et dans le sud, on a des acteurs qui ont été très liés, notamment aux Émirats arabes unis, à la Jordanie et à l'Arabie saoudite jusqu'en 2018, et qui pourraient peut-être réactiver ces soutiens-là pour essayer d'avoir un pouvoir d'influence et obtenir un siège ou deux à la table des négociations sur la manière dont on va reconstituer ce système politique à Damas. Donc les choses compliquées commencent aussi là maintenant sur la façon dont on va accorder ou non les agendas de ces différents groupes, avec la possibilité peut-être aussi d'une forme de balkanisation de la Syrie. J'ai l'impression à vous entendre, Thomas Pierret, que beaucoup va se jouer aussi dans l'attitude des pays qui ont un rôle important et qui ont déjà joué un rôle important ces dernières années concernant la Syrie, que ce soit la Turquie, vous l'avez mentionné, il y a la Russie aussi qui a des intérêts, y compris avec une base militaire, il y a l'Iran qui avait un grand rôle dans le soutien à Bachar el-Assad, mais qui est fortement déforcé maintenant, ce qui a sans doute fragilisé aussi le régime, vous le disiez tout à l'heure. Ce que vont faire tous ces pays-là, l'attitude qu'ils vont avoir, va jouer sur le devenir de la Syrie? Alors, à des degrés divers, je dirais quand même que le premier facteur pour éviter une balkanisation, c'est la capacité du nouveau pouvoir d'HTS, pour l'instant, à faire une place à d'autres acteurs, pour éviter qu'ils n'aient cherché du soutien ailleurs ou éventuellement qu'ils essayent de se tailler des petites régions autonomes ou semi-autonomes qu'ils contrôleraient indépendamment du pouvoir central. Alors, les différents pays que vous venez de mentionner n'ont pas tous le même degré d'influence. Je pense que la Turquie est clairement la grande gagnante, puisqu'elle a toujours été relativement proche d'HTS et qu'elle est aujourd'hui dans une position de soutien ouvert aux nouvelles autorités syriennes. La Turquie, qui a une alliance stratégique ancienne avec le Qatar, qui se positionne un peu sur la même ligne.
Les autres pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, sont pas sur la même ligne. Je dirais que eux, historiquement, ce sont des acteurs qui sont très méfiants vis-à-vis d'HTS, pour ne pas dire carrément hostiles, qui ont l'air pour l'instant d'être dans une politique assez réaliste, de fait accompli, en se disant c'est le nouveau pouvoir à Damas, il faut peut-être essayer de le coopter. Ils ont les moyens, évidemment, d'une influence, les moyens financiers, en participant à une reconstruction de la Syrie. Donc ils peuvent essayer de faire entrer ce pouvoir dans leur zone d'influence. En revanche, je pense que les anciens soutiens du régime d'Assad, l'Iran et la Russie, je pense que dans l'immédiat n'auront pas une grande influence sur les négociations qui vont avoir lieu à Damas pour la reconstitution d'un système politique. La Russie, dans le meilleur des cas, peut-être pourra garder ses bases, c'est même pas encore sûr pour l'instant, mais je pense qu'elle aura très peu d'influence sur la politique intérieure syrienne. Et l'Iran me paraît hors jeu pour un certain temps. Alors, j'exclus pas qu'à terme, il puisse renouer avec le pouvoir syrien, notamment au nom d'une commune hostilité à Israël, sachant que le nouveau régime en Syrie fait face à des attaques répétées, des attaques militaires de l'armée israélienne depuis une semaine. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Et en tout cas, les leviers d'influence de l'Iran sur le nouveau régime de Damas, pour l'instant, sont à peu près inexistants. Bref, beaucoup de points d'interrogation encore à ce stade sur la façon dont le groupe HTS va gérer ce pouvoir qu'il a pris à Damas. Comment il va l'ouvrir ou non à d'autres composantes de l'opposition. Des questions aussi sur la façon dont vont se positionner la Turquie et les États du Golfe. On retiendra par contre le fait que la Russie et l'Iran ont largement perdu en influence avec la chute de Bachar al-Assad. Quant à savoir jusqu'à quel point le nouveau régime sera religieux et ou pragmatique, il va falloir suivre tout cela de près et on compte bien le faire. Dans les clés, merci à Thomas Pierret, chercheur à l'Institut de recherche sur les mondes arabes et musulmans à l'Université d'Aix-Marseille. Merci à Bawandine pour la réalisation sonore. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si vous souhaitez retrouver tous les autres numéros des clés, rendez-vous sur Ovio ainsi que sur vos plateformes de podcast.